Bonjour et bienvenue dans ce stage de mise à niveau en droit privé. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'exercice des droits, à savoir la capacité. D'abord, quelques mots pour introduire le propos. Quand vous avez à traiter un sujet sur la capacité, la première chose à faire, c'est de qualifier juridiquement les actes que vous allez devoir analyser, c'est-à-dire dont vous allez devoir analyser la validité. Cette qualification a été notamment dégagée par le décret du 22 décembre 2008 que vous trouvez dans votre code civil, que ce soit dans l'édition de Dalloz ou de LexisNexis. Il y a 3 types d'actes que vous devez connaître. Premier type d'acte, les actes conservatoires. Un acte est dit conservatoire lorsqu'il vise à conserver la substance d'un bien, à en préserver la valeur. Ce sont les actes les moins graves. Un acte plus grave, c'est l'acte d'administration. C'est un acte de gestion courante, comme par exemple percevoir des fruits, c'est-à-dire percevoir des loyers, ou décider de mettre à bail un bien immeuble. Cela n'est valable que pour les baux de courte durée. En effet, s'il s'agit d'un bail de longue durée, de plus de 9 ans, on n'est plus alors dans la catégorie des actes d'administration. Donc l'idée de l'acte d'administration, encore une fois, c'est que c'est un acte de gestion courante qui ne va pas avoir pour effet de diminuer ou d'augmenter le patrimoine de l'incapable. Donc on ne va pas toucher en fait au bien lui-même, hein, au patrimoine, mais on va le gérer. Le troisième type d'acte, c'est l'acte de disposition. Alors l'acte de disposition est celui qui vise à soit acquérir un bien et le faire entrer dans le patrimoine, soit à s'en séparer, que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux. Et donc, l'acte de disposition est l'acte le plus grave parce qu'il va modifier de manière irréversible le patrimoine de l'incapable. Quelles sont alors maintenant les personnes protégées, que l'on appelle, et qu'on appelait plus exactement autrefois les incapables, le terme ayant été un petit peu modifié ces dernières années. Les personnes qui sont frappées d'incapacité et qui sont donc protégées, puisque le régime de l'incapacité est un régime de protection, eh bien, d'abord, il faut savoir que tout le monde est protégé par l'article 414-1 du Code civil. En effet, l'article 414-1 du Code civil prévoit que pour qu'un acte juridique soit valable, il faut que celui qui l'ait passé soit sain d'esprit. Et donc, quand on est frappé d'insanité d'esprit, même momentanée, on va pouvoir obtenir l'annulation de l'acte. Donc, l'article 414-1 du Code civil est une mesure de protection générale qui va bénéficier à tout le monde. Je peux être parfaitement sain d'esprit en temps normal et subir un traumatisme, par exemple, j'échappe de peu à un attentat terroriste, je suis dans un état psychologique très fragilisé, je passe un acte qui m'est très défavorable, il y a un fort déséquilibre. Si j'arrive à prouver mon insanité d'esprit au moment où j'ai passé cet acte, eh bien, je vais pouvoir en obtenir la nullité. C'est une mesure qui protège tout le monde, mais qui finalement est assez difficile à mettre en œuvre, puisqu'il faut prouver que au moment où j'ai passé l'acte, j'étais frappé d'une insanité d'esprit. Et c'est une preuve qui est difficile à rapporter parce que si je prouve l'insanité d'esprit avant l'acte et après l'acte, ce ne sera pas suffisant. Il faut que ce soit une insanité d'esprit au moment où j'ai passé l'acte. Autre catégorie de personnes, plus limitée cette fois, à être protégées, ce sont les mineurs, qui sont définis à l'article 388 du Code civil, qui prévoit que ce sont les personnes qui sont âgées de moins de 18 ans. Et puis, il y a enfin les majeurs protégés, qui sont protégés à l'article 425 du Code civil, qui prévoit que les majeurs peuvent faire l'objet d'une protection judiciaire. Alors,
Voyons d'abord la protection des mineurs, dans un premier temps. Les mineurs, par principe, doivent être représentés dans tous les actes de la vie civile. C'est ce que prévoit l'article 388 du Code civil. Donc, par principe, un mineur ne peut effectuer seul aucun acte. Ça, c'est le principe. Néanmoins, par exception, lorsque la loi ou l'usage lui permet d'agir seul, l'acte sera valable. C'est ce que prévoit l'article 388-1-1. Et notamment, s'agissant des actes de la vie courante, le mineur peut les effectuer seul. Par exemple, il pourrait très bien acheter, je ne sais pas, un jeu vidéo seul, il peut aller acheter des denrées alimentaires seul. Donc, tout ce qui relève de la vie courante, des actes de la vie courante, et c'est laissé à l'appréciation du juge. Alors, s'agissant des jeux vidéo, vous voyez, il faudrait que le juge apprécie pour savoir si c'est un acte de la vie courante. Est-ce que c'est un acte d'usage pour un mineur d'acheter lui-même un jeu vidéo? Alors, ça dépendra de son âge, puis ça dépendra peut-être du type de jeu, et puis du coût de ce jeu, etc. Mais pour les actes de la vie courante, le mineur peut les effectuer seul. Qu'en est-il alors de sa représentation? On va entrer un petit peu dans le détail. Le mineur est représenté par un système qu'on appelle l'administration légale. En principe, les administrateurs légaux du mineur, ce sont les parents. Et les parents peuvent avoir soit une gestion concurrente, pardon, soit avoir une cogestion. Et dans certains cas, les parents devront avoir l'accord du juge pour passer un acte au nom du mineur. Je reviens sur ces trois régimes différents. Tout d'abord, le régime de la gestion concurrente. Les parents ou les représentants légaux du mineur, cela peut être si il s'agit par exemple d'un orphelin, d'un tuteur ou d'un représentant qui aura été désigné, ça peut être un oncle, ça peut être une tante, etc. On va prendre l'exemple des parents qui, la plupart du temps, quand même, sont les représentants légaux de leur enfant mineur. Euh, Quand les parents sont dans un système de gestion concurrente, cela signifie qu'ils peuvent prendre passer seul un acte sans l'accord de l'autre parent, et on va considérer, par principe, on va présumer que l'accord de l'autre parent a été obtenu. Donc concrètement, pour ces actes de gestion concurrente, il s'agit ici des actes, pour les actes de conservatoire et les actes d'administration. On est dans ce système de gestion concurrente. Pour tout acte conservatoire ou d'administration, on suppose, en fait, même quand il n'y a la signature que d'un seul parent, on suppose que l'autre parent est d'accord. Et donc, il y a une gestion concurrente parce que chacun des parents, en fait, peut passer seul un acte au nom du mineur. Quand on est dans un système de cogestion, pour les actes de disposition notamment, eh bien, cela signifie que cette fois, l'acte n'est valable que s'il y a la signature de tous les représentants légaux du mineur. Et donc, si le mineur a deux représentants légaux, eh bien, c'est les deux signatures qu'il faut avoir. Pour certains actes les plus graves, notamment les actes de disposition portant sur un immeuble ou des actes à titre gratuit, eh bien, il faut l'accord du juge. Donc, le seul accord des parents n'est pas suffisant pour la validité de l'acte. Il faut en plus saisir le juge pour lui demander l'accord de passer cet acte-là. La sanction, en cas de non-respect des règles que l'on vient de voir, eh bien, c'est la nullité relative. Cela signifie que seule la personne protégée peut demander la nullité de l'acte dans un délai de 5 ans à compter du jour où la personne protégée peut agir. Donc, il s'agit du mineur qui peut agir en nullité de l'acte dans le délai de 5 ans à compter de sa majorité, puisque c'est à compter de sa majorité qu'il va pouvoir commencer à exercer l'action. Si l'acte a été passé par l'un des parents sans l'accord de l'autre, alors qu'on est dans un système de cogestion, par exemple, eh bien,
et que l'enfant est mineur et qu'on ne veut pas attendre sa majorité pour exercer l'action en nullité, il est tout à fait possible que l'autre représentant, l'autre parent, celui qui n'avait pas donné son accord, par exemple, agisse en nullité au nom du mineur. Donc, c'est un peu comme si c'est le mineur qui agissait lui-même, mais il est représenté en justice par l'autre parent. Voilà pour le régime de la représentation du mineur. Voyons maintenant ce qui se passe pour les actes accomplis par le mineur lui-même. La question ici n'est plus de savoir quelle est la sanction si les règles de la gestion concurrente ou de la cogestion n'ont pas été respectées, savoir si les parents, par exemple, n'ont pas respecté les règles que l'on a envisagées. Là, cette fois, on va voir ce qui se passe lorsque c'est le mineur lui-même qui accomplit les actes, alors qu'il aurait dû être représenté. Alors, on l'a vu, il doit être représenté dans tous les actes de la vie courante, dans tous les actes de la vie civile, mais pour les actes de la vie courante, il peut les effectuer seul. Sauf que, s'agissant de ces actes de la vie courante, le mineur, qui est protégé, donc, pourra quand même obtenir la récision pour lésion en vertu de l'article 1149 du Code civil. Alors, un petit mot sur cette sanction qu'est la récision pour lésion. Récision, c'est synonyme de nullité, mais c'est un cas de nullité bien spécifique qui est propre à l'hypothèse d'une lésion. La lésion, c'est un déséquilibre dans l'acte, notamment un déséquilibre financier. Quand le mineur a acheté très cher un bien par rapport au prix du marché, ou quand le mineur a vendu très bas un bien par rapport au prix du marché, il y a lésion. En temps normal, en droit commun des contrats, il n'y a pas d'annulation du contrat en raison d'une lésion, sauf exception. Par exemple, en matière immobilière, il existe effectivement un cas de nullité pour lésion lorsque la lésion dépasse les 7/12 par rapport au prix du marché. Mais en dehors de ces quelques exceptions, si vous voulez, il n'y a pas en principe d'anéantissement du contrat lorsqu'il y a un cas de lésion, sauf lorsque l'acte est passé par le mineur et que c'est un acte de la vie courante. Dans ce cas-là, le mineur pourra demander l'annulation de l'acte, mais après avoir prouvé, évidemment, qu'il y avait une lésion. En revanche, comprenez que si l'acte n'est pas lésionnaire, si l'acte est équilibré, le mineur ne pourra pas obtenir l'annulation de cet acte. Pour les autres actes, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas des actes de la vie courante, eh bien, la sanction prévue à l'article 1147 du Code civil, c'est tout simplement la nullité. Et il y aura une nullité automatique de l'acte qui n'est pas un acte de la vie courante. Encore une fois, je vous l'ai dit, le mineur, en principe, doit être représenté dans tous les actes de la vie courante. Être représenté signifiant que ce n'est pas la signature de l'acte que l'on veut voir, la signature du mineur que l'on veut voir dans l'acte, mais la signature de son représentant légal, c'est-à-dire de ses parents ou d'un tuteur, le cas échéant. Cette nullité a un effet quand même qui est là aussi bien spécifique à l'hypothèse du mineur, puisque, en principe, lorsqu'il y a une annulation d'un acte juridique, on considère que l'acte n'ayant jamais eu lieu, il faut remettre les parties dans le statu quo ante, c'est-à-dire dans l'état où elles se trouvaient avant d'avoir conclu l'acte. Alors, s'il y a eu déjà des échanges, par exemple un bien livré contre la remise d'une somme d'argent, eh bien, il faut les restitutions en sens inverse. Sauf que, s'agissant du mineur, celui-ci ne devra restituer que ce qui a tourné en sa faveur. Alors imaginez que le mineur ait vendu un bien d'une valeur conséquente. Par exemple, imaginons qu'il avait hérité d'une montre qui a une grande valeur de la part de son grand-père, que le mineur vend cette montre. Ce n'est pas un acte de la vie courante, on ne vend pas tous les jours des montres ayant une grande valeur, donc ce n'est pas un acte de la vie courante, il pourra obtenir la nullité. Imaginez maintenant qu'avec l'argent que le mineur a reçu à la suite de cette vente, il ait dépensé tout son argent en achetant des bonbons. Je dis n'importe quoi. Bon.
il faudrait acheter beaucoup de bonbons. Mais imaginez qu'il a acheté des jeux vidéo, il est allé au cinéma, il s'est offert des restaurants éventuellement ou des McDo, enfin bref, il a dépensé une partie de l'argent ou voire tout l'argent qu'il avait reçu du produit de la vente. La vente étant annulée, la montre devra lui être restituée, mais le mineur, lui, ne devra restituer que ce qui lui reste sur son compte en banque. Donc, s'il a tout dépensé, il n'aura rien à restituer. C'est évidemment une sanction qui apparaît très sévère à l'égard du co-contractant, et c'est aussi une manière de mettre en garde les majeurs qui sont parfaitement capables de conclure des actes, de ne pas conclure avec des mineurs et donc de se montrer prudent à cet égard. Et quand on prend le risque de conclure avec un mineur, eh bien, l'on sait qu'il y a un danger à ce que on doive restituer le bien sans pouvoir obtenir la restitution de ce que nous, on avait donné. Parlons maintenant des majeurs protégés. Et nous voyons comment donc ces majeurs, le cas échéant, les majeurs, certains majeurs, vont être protégés. Tout d'abord, les majeurs peuvent être protégés par des mesures de protection judiciaire. Il y a la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. Ce sont 3 mesures de protection judiciaire qui vont mettre en place un système de protection à, on va dire, intensité variable. J'y reviendrai dans un instant. Au-delà de ces mesures de protection judiciaire, il y a le mandat de protection future, dont on parlera dans un second temps. Et puis enfin, il y a l'habilitation familiale qui a été créée en 2015 et qui offre une nouvelle possibilité pour les majeurs d'être protégés lorsqu'ils en ont besoin. D'abord, parlons donc des mesures de protection judiciaire, si vous le voulez bien. Il y a des dispositions communes à toutes ces mesures de protection judiciaire que je vous ai annoncées, à savoir la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. Ces dispositions communes, elles sont prévues à l'article 425 du Code civil. Quelles sont-elles? D'abord, il faut, dans tous les cas, pour que le juge ordonne une mesure de protection judiciaire, qu'il y ait une altération des facultés mentales ou corporelles qui empêche l'expression de la volonté. Donc, l'idée, c'est de protéger un majeur lorsqu'on pense qu'il n'est plus en mesure de manifester sa volonté dans des conditions satisfaisantes. Cette altération des facultés mentales doit être constatée par un médecin, donc il faut un constat médical, et c'est impératif. Le juge ne peut pas ordonner une mesure de protection judiciaire s'il ne dispose pas d'un tel constat médical. Le problème, c'est que, en vertu des articles 16 et suivants du Code civil, il y a un principe de dignité de la personne qui veut que l'on ne peut pas obliger une personne à se soumettre à un examen médical contre son gré. Alors, la question est de savoir ce que l'on peut faire si le majeur refuse de se soumettre à un examen médical. Peut-on le forcer néanmoins, la forcer néanmoins à être protégé par une mesure de protection judiciaire? Eh bien, la réponse est non. On ne pourra pas protéger le majeur contre son gré. Il est impératif que le majeur que l'on veut mettre sous protection judiciaire accepte de passer cet examen médical. Et puis, enfin, il faut une décision judiciaire. On parle bien de protection judiciaire et donc la décision du juge est nécessaire. Le juge qui va ordonner cette protection judiciaire, c'est le juge des tutelles qui appartient au tribunal judiciaire et le juge des tutelles ne va ordonner une protection judiciaire qu'après avoir examiné 2 principes, le principe de nécessité et le principe de subsidiarité. Suivant le principe de nécessité, le juge ne va ordonner la mesure de protection judiciaire que si elle est réellement nécessaire, c'est-à-dire si il a effectivement constaté, notamment grâce à un constat médical, une altération des facultés mentales ou
des facultés corporelles qui privent le majeur de la possibilité donc, de manifester sa volonté dans des conditions satisfaisantes. L'idée ici étant de ne pas ordonner de mesures de protection judiciaire si ce n'est pas nécessaire pour la protection du majeur, parce qu'il faut savoir quand même que de tels types de mesures de protection sont privatives de liberté, et donc il faut que ce soit absolument nécessaire pour justifier que l'on prive ainsi le majeur d'une partie de ses libertés individuelles. Le juge ne ordonnera également la mesure judiciaire qu'après avoir vérifié le principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'il devra à chaque fois ordonner la mesure que si d'autres règles du droit civil notamment ne sont pas suffisantes pour protéger le majeur. Par exemple, si ce majeur est marié, il y a dans le régime de la communauté légale, résidus ou dans le régime dans les différents régimes matrimoniaux, il y a des règles de protection, notamment lorsque l'un des conjoints a une altération des facultés mentales, l'autre peut exercer seul des actes qui nécessitaient normalement l'accord des deux époux. Eh bien, le juge n'ordonnera de protection judiciaire que si les règles du régime matrimonial ne sont pas suffisantes pour le protéger correctement. Donc, voilà quel est ce principe de subsidiarité. Alors désormais, entrons un petit peu dans le détail de cette protection judiciaire et dans un premier temps, il faut que je vous parle de la période suspecte qui est prévue à l'article 464 du Code civil. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une période de 2 ans qui précède la mesure de protection judiciaire. Donc on va compter, en fait, à compter du jour où le juge a ordonné sa mesure judiciaire, de protection judiciaire, on va compter 2 ans en arrière. C'est-à-dire qu'on va appliquer un délai dit à rebours. Bon. Et si un acte a été accompli dans cette période suspecte, c'est-à-dire dans les 2 ans qui précèdent la mesure judiciaire, cet acte fera l'objet d'un régime spécifique qui permettra au majeur ou à son représentant d'annuler plus facilement l'acte que s'il n'avait pas bénéficié de cette période suspecte. Il faut, pour bénéficier de cette sanction, pour pouvoir annuler l'acte qui a été accompli dans la période suspecte, rapporter la preuve d'une altération notoire ou connue du co-contractant, donc une altération des facultés mentales ou corporelles de ce majeur. Donc, il ne suffit pas que l'acte ait été accompli dans les 2 ans qui précèdent la sauvegarde de justice, la tutelle ou la curatelle. Il faut en plus rapporter la preuve qu'il y avait une altération notoire de ces facultés mentales, de sorte qu'on peut penser que la mesure de protection judiciaire aurait dû être prononcée à cette époque-là. Et c'est un petit peu l'idée de cet article 464, c'est pour éviter que le majeur ne soit pas protégé à une époque où il aurait dû l'être. Enfin, quelle est cette sanction? Cette sanction, c'est soit la nullité de l'acte, comme je vous l'ai dit, mais pour obtenir cette nullité, il faudra rapporter la preuve d'un préjudice, qui peut être un préjudice financier, comme la lésion, hein. Mais si le texte ne parle pas de récision pour lésion, c'est parce que la lésion n'est pas le seul cas de préjudice qui peut arriver. Il peut s'agir également d'une annulation pour préjudice moral. Imaginez qu'une personne est placée sous tutelle et que 6 mois avant d'avoir été placée, elle avait déjà une altération de ses facultés mentales, ce qui l'a conduit à vendre une voiture de collection qui appartenait à son grand-père et à laquelle elle tenait beaucoup parce que voilà, c'était une voiture dans la famille depuis longtemps. Voilà, il y avait beaucoup d'affection dans cette voiture. Que le majeur l'ait vendu au prix du marché, donc il n'y a pas eu de lésion, il n'y a pas eu de préjudice économique. En revanche, le fait de l'avoir vendu le rend particulièrement triste à la suite de la vente. Eh bien, ce préjudice moral pourra justifier la nullité de la vente. Voilà quelle est cette sanction de nullité en cas de préjudice.
Le Code civil prévoit également une autre sanction, c'est la réduction en cas d'excès. La réduction consiste à, non pas anéantir l'acte, mais à le ramener dans des proportions qui sont raisonnables. Si par exemple, 6 mois avant d'avoir été placé sous tutelle, un majeur achète 3 tondeuses à gazon, eh bien, dans ce cas, et qu'il n'y a pas de préjudice économique, il n'y a pas de lésion, hein, bon, et il n'y a pas de préjudice moral non plus, mais 3 tondeuses à gazon, c'est inutile, on n'en a besoin que d'une seule. Donc, dans cette hypothèse-là, on pourra demander la réduction, c'est-à-dire que on restituera 2 tondeuses à gazon contre le remboursement du prix de ces 2 tondeuses à gazon. Pour bénéficier de cette sanction, encore une fois, il faudra apporter la preuve de l'altération notoire des facultés mentales ou prouver que cette altération était connue du co-contractant. Voyons maintenant les différentes mesures de protection judiciaire, justement, qui peuvent être ordonnées. La première mesure dont on va parler, c'est la sauvegarde de justice. La sauvegarde de justice, c'est la mesure de protection judiciaire qui est la moins protectrice. Cette mesure de protection judiciaire peut être ordonnée lorsqu'il y a une altération peu grave des facultés mentales du majeur qui ne nécessite ni d'une assistance ni d'une représentation, c'est-à-dire que le majeur va pouvoir continuer à effectuer seul tous les actes de la vie civile. Donc il n'est jamais assisté, il n'est jamais représenté. En revanche, il pourra obtenir la récision pour lésion ou la réduction en cas d'excès. Comprenez qu'il s'agit ici seulement de la récision et non pas d'une nullité en cas de préjudice. Et donc, le seul préjudice ici qui est admis en quelque sorte, eh bien, c'est le préjudice économique. Alors, si on prouve que l'acte est lésionnaire en défaveur du majeur, on pourra obtenir la nullité de l'acte. Mais si le majeur a passé un acte qui n'est pas lésionnaire et qu'il n'y a pas d'excès, il ne pourra pas obtenir de sanction, il ne pourra pas obtenir de sanctions, il ne sera pas, si vous voulez, mieux protégé que n'importe quel autre majeur. Donc, la récision ou la réduction en cas d'excès. Deuxième mesure de protection judiciaire, c'est la curatelle. La curatelle met en place un système de protection renforcé par rapport à la sauvegarde de justice, comme on va le voir dans un instant. Elle est décidée lorsqu'il y a une altération des facultés mentales ou corporelles majeures qui nécessitent une assistance. C'est-à-dire que le majeur ne sera pas représenté, donc il y aura toujours sa signature dans l'acte, mais pour certains actes, il va devoir être assisté, c'est-à-dire qu'il faudra également qu'il y ait la signature de son curateur. Ces actes qui nécessitent l'assistance du curateur, ce sont les actes de disposition. En revanche, pour les actes d'administration et les actes conservatoires, le majeur n'a pas besoin d'être assisté, donc il peut les passer seul. Néanmoins, là aussi, il y a des sanctions pour tous les types d'actes. S'agissant des actes de la vie courante, des actes conservatoires ou des actes d'administration, le majeur pourra obtenir la récision pour lésion ou la réduction en cas d'excès. Donc on est sur la même sanction que dans le cadre de la sauvegarde de justice, dans la mesure où il existe cette sanction à minima, j'ai envie de dire, pour protéger le majeur qui nécessite quand même d'une protection, eh bien, il est normal que pour tous ces types d'actes, le majeur sous curatelle profite de la même protection. S'agissant des actes de disposition, on pourra en obtenir la nullité en cas de préjudice. Et donc là, on voit qu'il y a une protection renforcée par rapport à la sauvegarde de justice parce que cette fois, on n'est pas limité à la récision pour lésion, on pourra obtenir la nullité de l'acte pour tout type de préjudice, même le préjudice moral. Et ça, c'est donc uniquement pour l'acte de disposition. Donc, quand un acte de disposition doit être effectué par le majeur sous curatelle, il est indispensable qu'il y ait les deux signatures dans l'acte. La signature du majeur et la signature de son curateur. Et puis, réciproquement, il y a parfois la nécessité de viser les deux personnes. Par exemple, le cas de l'assignation, si vous voulez assigner un majeur qui est sous curatelle, vous devez non seulement assigner le majeur à son domicile, mais également assigner ou communiquer, transmettre l'assignation à son curateur.
Voyons enfin la dernière protection judiciaire qui est prévue dans le Code civil, c'est la tutelle. La tutelle, c'est la mesure de protection qui est la plus renforcée par rapport aux deux autres. C'est une mesure de protection qui est prévue en cas d'altération nécessitant une représentation. Il faut une altération grave des facultés mentales ou corporelles et cela nécessite alors la représentation du majeur parce que l'on considère, dans cette hypothèse, que le majeur n'est plus en état de manifester sa volonté. Il a une telle altération de ses facultés mentales ou corporelles qu'il ne peut plus manifester sa volonté. S'agissant d'une altération de ses facultés corporelles, si par exemple le majeur est dans le coma, doit évidemment être représenté. Mais un majeur qui serait atteint de sénilité, eh bien, doit aussi être représenté. On peut imaginer par exemple un cas de majeur qui a la maladie de l'Alzheimer, qui est relativement avancée et qui nécessite par conséquent une représentation. Quand on parle de représentation, cela signifie que cette fois, l'on veut voir dans l'acte non pas la signature du majeur, mais la seule signature de son représentant. Alors, les sanctions prévues lorsque cette règle n'est pas respectée, c'est d'abord, évidemment, la récision ou la réduction des actes de la vie courante et des actes conservatoires, c'est-à-dire que si le majeur sous tutelle effectue un acte conservatoire ou un acte de la vie courante, cet acte pourra être rescindé pour lésion ou réduit en cas d'excès. Donc, de nouveau, on est sur un niveau de protection à minima qui est équivalent à celui de la sauvegarde de justice ou de la curatelle. Évidemment, ce qui est prévu pour la sauvegarde de justice et la curatelle doit l'être, à plus forte raison pour le majeur sous tutelle. À l'inverse, comprenez que si le majeur sous tutelle effectue seul un acte de la vie courante et qu'il n'y a pas de lésion et qu'il n'y a pas d'excès, dans ce cas, cet acte sera parfaitement valable. Donc, un majeur sous tutelle peut continuer à aller faire ses courses au supermarché, acheter sa baguette de pain chez le boulanger et effectuer ce type d'acte de la vie courante. On remarquera qu'il n'y a pas les actes d'administration dans cette catégorie. Pourquoi? Parce que pour les actes d'administration et les actes de disposition, il y a une nullité de plein droit. Donc non seulement vous voyez que les actes d'administration sont mieux protégés dans la tutelle que dans la curatelle, hein, à cet égard, et d'autre part, la protection est bien supérieure parce que pour les actes d'administration et les actes de disposition, il ne s'agira pas d'une nullité en cas de préjudice, mais d'une nullité de plein droit. Cette fois, même si l'acte n'est pas préjudiciable au majeur sous tutelle, il sera annulé si on en demande évidemment la nullité. Donc, un majeur sous tutelle ne peut effectuer valablement aucun acte d'administration ou acte de disposition. Pour ces deux catégories d'actes, il est impératif que ce soit son représentant, par exemple son tuteur, désigné par un juge le cas échéant, qui effectue l'acte pour le compte du mineur et du majeur sous tutelle et qui le signe. Voilà donc les trois mesures de protection judiciaire qui sont prévues dans le Code civil. Alors, en résumé, voilà comment se passe en fait la protection des personnes dans le Code civil, et que ce soit pas seulement les majeurs qui nécessitent une protection, mais absolument tout le monde. Il y a, je vous l'ai dit, donc une mesure de protection générale qui est la protection de l'article 414-1 du Code civil et qui bénéficie à tout le monde. Si tout un chacun subit un trouble momentané de ses facultés mentales, une insanité d'esprit, eh bien, il est protégé par l'article 414-1. Si un majeur est placé maintenant sous protection judiciaire, il va bénéficier du régime particulier de la protection judiciaire, ce qui
ne le prive pas de la protection de l'article 414-1. Et ça, c'est un point qui est important à comprendre. C'est-à-dire que si le régime de protection judiciaire ne permet pas la récision ou ne permet pas la nullité, vous pouvez encore rechercher l'annulation de l'acte par le régime de l'article 414-1. Donc le régime de l'article 414-1 bénéficie aussi aux majeurs qui sont placés sous protection judiciaire. Et quand on est placé sous protection judiciaire, on bénéficie également de la période suspecte. Donc voilà les trois points très importants à savoir pour traiter un cas pratique sur les majeurs protégés. Vous devez regarder si le majeur bénéficie d'une protection. Si tel est le cas, il faut alors regarder si l'acte a été passé pendant la période suspecte, dans les 2 ans qui précèdent la décision du juge de placer le majeur sous protection judiciaire, ou si l'acte a été effectué après la décision du juge. Et si le majeur ne bénéficie pas d'une protection judiciaire, eh bien, vous pouvez appliquer l'article 414-1, et si le majeur bénéficie d'une protection judiciaire, mais que ce régime particulier ne permet pas l'annulation de l'acte, alors vous pouvez également rechercher la protection de l'article 414-1 du Code civil. Voyons maintenant, deuxième point, le mandat de protection future. Il peut arriver qu'à un moment où le majeur est encore en pleine possession de ses moyens et encore toutes ses facultés mentales, décide d'organiser sa protection pour l'avenir, pour anticiper le jour où, le cas échéant, il aurait besoin d'une protection particulière. Le mandat de protection future permet ainsi, si vous voulez, d'éviter la mise sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle, et ça permet à toute personne de décider qui assurera sa représentation ou la gestion de ses affaires. Le mandat de protection future peut être rédigé pour soi ou pour autrui. Donc pour soi, c'est quand je veux organiser ma protection, et pour autrui, c'est quand je veux organiser la protection d'une autre personne. Cela peut être le cas de personnes, de parents, par exemple, qui sont parents d'un enfant qui est handicapé, qui est, par exemple, né handicapé, qui est atteint, par exemple, de trisomie 21 et qui, depuis sa naissance, est sous la tutelle enfin, d'abord représenté par ses parents, et puis à sa majorité est placé sous tutelle, représenté par ses parents. Les parents savent que, n'étant pas éternels, il y a un risque qu'ils meurent avant leur enfant, et ils veulent organiser la protection future de leur enfant une fois qu'eux ne seront plus en vie. On peut rédiger un mandat pour soi ou pour autrui. Le mandat peut être rédigé par acte sous signature privée, et dans ce cas, on peut organiser plus exactement que le représentant du majeur, celui qui va nous représenter par la suite, effectue des actes patrimoniaux qu'un tuteur peut accomplir seul sans l'autorisation du juge. Le majeur qui organise ainsi sa protection donc peut, si vous voulez, ainsi décider que la personne qu'il désigne dans son mandat de protection future pourra effectuer des actes conservatoires, des actes d'administration et certains actes de disposition. Il y a des actes plus graves dans le Code civil, des actes de disposition qui vont porter, par exemple, atteinte aux libertés individuelles du majeur et qui ne peuvent à ce moment-là être effectués qu'avec l'autorisation du juge. Donc pour les actes les plus graves, le tuteur, dans le cadre de la tutelle, ne peut pas effectuer lui-même les actes, il ne peut pas représenter le majeur, il doit saisir le juge pour lui demander son autorisation. Eh bien, ces actes-là ne peuvent pas être accomplis par le représentant
désigné dans le mandat de protection future lorsque celui-ci est rédigé par acte de signature privée, c'est-à-dire hors la présence d'un notaire. Dans tous les cas où il y aurait des actes qui, dans le cadre de la tutelle, nécessitent l'autorisation du juge, eh bien, il faudra saisir le juge des tutelles pour pouvoir les accomplir. Donc, ce mandat de protection future permet quand même de gérer la vie courante, si vous voulez, d'organiser la gestion de sa vie courante plus tard. L'on sait qu'avec ce type de mandat de protection future, pour les actes les plus graves, il faudra saisir le juge des tutelles. On peut également décider de rédiger un acte authentique, c'est-à-dire de rédiger un mandat de protection future par acte authentique, c'est-à-dire devant un notaire. Et dans ce cas, le mandant a plus de liberté pour l'organisation de sa protection future et il peut prévoir que tous les actes patrimoniaux pourront être effectués par la personne qu'il désigne dans son mandat. Néanmoins, pour les actes de disposition à titre gratuit, le mandataire devra continuer à saisir le juge des tutelles pour pouvoir les effectuer. Donc, lorsque le mandat de protection future est rédigé par acte authentique, cela permet d'organiser très largement sa protection future. On sait qu'il n'y a que des actes de disposition à titre gratuit qui ne pourront pas être effectués sans la saisine d'un juge. Enfin, dernier point, voyons ce que c'est que l'habilitation familiale. Alors, l'habilitation familiale, aujourd'hui, est régie par les articles 494-1 et suivants du Code civil qui ont été introduits dans le Code civil par la loi du 16 février 2015. C'est donc un nouveau régime de protection qui est mis à la disposition des majeurs. Et on va voir donc comment est organisée l'habilitation familiale. L'habilitation familiale, c'est une alternative à la curatelle ou à la tutelle. L'idée est la suivante. Dans les années 60, lorsqu'il y a eu une réforme de la protection des majeurs, il a été décidé que la protection des majeurs relevait de l'État. Et l'État s'est confié cette mission que de protéger les majeurs. Et notamment, l'État a confié cette mission au juge des tutelles. Avec le vieillissement de la population et les papy-boomers, eh bien, les juges des tutelles se sont trouvés totalement débordés par la protection des majeurs. Il a fallu donc réformer la protection des majeurs qui n'était plus efficace parce que le juge des tutelles ne disposait plus de suffisamment de temps pour véritablement protéger les intérêts des majeurs qui étaient sous tutelle. Il a été alors décidé de replacer la famille au cœur de la protection des majeurs. Et l'habilitation familiale est l'une des manifestations de cette philosophie de la réforme de la protection des majeurs qui a eu lieu en 2015. Elle permet ainsi aux juges des tutelles d'être saisis d'une demande d'habilitation familiale qui va permettre d'éviter une curatelle ou une tutelle. Curatelle ou tutelle qui peut être une mesure à la fois effrayante pour le majeur qui est placé sous curatelle ou sous tutelle et qui également peut être effrayante pour le curateur ou le tuteur qui est ainsi désigné. L'habilitation familiale va être alors confiée à un ou plusieurs membres de la famille du majeur pour gérer ses affaires. C'est une mesure de protection qui est plus souple que la protection judiciaire, telle que la tutelle ou la curatelle, parce que, d'abord, il est possible de désigner plusieurs membres. Imaginez que
vous avez un majeur qui nécessite d'être protégé, qui a une maison, mettons à Bordeaux, et puis une maison à Strasbourg. Et imaginez que il partage l'indivision de la maison de Bordeaux avec son frère, et il partage l'indivision de sa maison à Strasbourg avec sa sœur. Le partage, dans le cadre de la succession de leurs parents, c'est fait de cette manière. Eh bien, il sera, si ce majeur doit être protégé, intéressant de désigner le frère dans l'habilitation familiale pour gérer la maison de Bordeaux, et puis de désigner la sœur pour gérer la maison de Strasbourg. Donc on peut désigner plusieurs membres de la famille, et on voit que le majeur est alors au cœur de cette protection judiciaire. La mission exercée par ce membre de la famille l'est à titre gratuit, ce qui est cohérent, si vous voulez, avec le système de la protection des majeurs, parce que dans le cadre d'une curatelle ou d'une tutelle, lorsque le juge désigne un proche de ce majeur, et notamment un membre de la famille, là aussi, la mission était effectuée à titre gratuit. Voilà. Donc, on a vu les différents systèmes de protection qui existaient pour toutes les personnes, pour les mineurs et pour les majeurs. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention et de vous dire à bientôt dans une autre vidéo de ce stage de mise à niveau en droit privé. Merci beaucoup.